La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir, expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Alors, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est là pour parler de liens, encore et toujours de liens. Parce qu'ils sont partout autour de nous, ils sont en nous, ils sont entre nous. Puis, vous le voyez, vous le sentez, le monde se transforme à tout niveau, au niveau des organisations, mais dans la société en général. Puis, je me dis qu'il y a parfois peut-être besoin de réévaluer les liens qu'on entretient, qu'on a, de les réaffirmer, puis parfois même de les réinventer. Et puis cette série spéciale sur les liens, cet épisode en fait partie encore. Puis j'ai le goût qu'on approfondisse la notion de lien, qu'on essaie de pas aller en surface, mais vraiment qu'on les revisite, puis qu'on voit à quel point ils sont importants, puis qu'ils sont complexes. Puis aujourd'hui, j'ai souhaité qu'on se penche sur le lien entre les générations, qui lui aussi est essentiel, mais complexe. Et puis, dans nos entreprises, dans notre société en général, il y a plein de générations qui se croisent, qui se côtoient. Puis chacune vient apporter des valeurs différentes, une vision différente, des défis et donc parfois des conflits aussi. Alors, je me suis demandé avec cet épisode, puis mes invités que je vous présente bientôt, c'est comment est-ce qu'on peut retisser les liens entre les générations, puis quelle importance ça a dans notre société. Donc, pour explorer ce sujet qui est passionnant pour moi, mais complexe aussi, puis qui est un apprentissage, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Charlotte et Manon, qui sont les fondatrices d'UNIR, qui est une organisation à but non lucratif, justement, qui est dédiée à la promotion de cette diversité de générations et puis de cette volonté, en fait, d'amener une inclusion, une harmonie au sein des entreprises entre les générations. Puis depuis quelques mois déjà, c'est deux femmes qui sont inspirantes avec leur histoire, leur engagement familial aussi, leur courage. Elles œuvrent en fait à briser ces tabous-là, puis à sortir des préjugés, puis à rouvrir un dialogue. Et puis, je pense qu'on en a plus que jamais besoin dans nos sociétés et peut-être que ça peut nous aider justement à construire une société plus solidaire et plus vivante, comme j'aime le dire. Alors, bienvenue Charlotte et Manon, je suis très contente que vous soyez là. Puis, vous le savez, ma question d'ouverture est la question que je pose à tout le monde. Je souhaite qu'on plonge dans l'intime. Alors, plongeons avec vous deux dans qui vous êtes, voilà, votre enfance, votre histoire. Je vous laisse aller comme vous le sentez pour nous parler un petit peu de vous deux. Parfait. Bonjour Sophia. Merci tout simplement de nous permettre cette opportunité d'échanger ensemble. C'est très chouette. J'aime beaucoup ton approche et ta voix est tellement douce. Ça fait du bien de se poser pour aborder ce sujet-là. Donc pour ma part, je suis Manon Bonny, cofondatrice d'Unir avec Charlotte. Quoi dire sur moi? Donc je suis originaire de France. Ça fait maintenant bientôt 7 ans. Ça fera 7 ans en janvier que je suis ici au Québec.
expatriée, non pas encore citoyenne, mais bientôt, ce qui sera une grande fierté pour moi. J'ai 30 ans, jeune maman récemment. J'ai un petit garçon de 5 mois. Ça aussi, ça fait partie de toute l'histoire et puis je pense de notre identité avec Charlotte. On y reviendra un petit peu plus tard. Originaire du sud de la France. Et puis finalement, moi, ce qui m'a amenée au Québec, ça a été à la fin de mes études en école de commerce de partir à l'étranger. J'ai toujours voulu, au courant de mes études, partir découvrir une nouvelle culture, découvrir de nouveaux horizons. J'ai pas eu cette chance-là pendant mes études, que j'ai pu faire un peu partout en France. Là, j'ai navigué entre le sud de la France, Paris, Lyon, pour ensuite atterrir à Montréal. Mais à la fin de mes études, je me suis posée, puis je me suis dit, tiens, j'ai pas eu cette expérience à l'étranger que je souhaitais. C'est le temps de le faire. Et donc, j'ai tout simplement fait le choix de partir en postulant à différentes compagnies et dont une qui m'a permis cette opportunité. Donc, je suis venue avec un contrat de travail local québécois pour me permettre de développer une agence de génie conseil. Alors, je n'œuvrais pas du tout dans le domaine de l'ingénierie. C'est ça qui est drôle, en fait, c'est que j'ai comme évolué dans des environnements techniques, puis c'est ce qui fait aussi ma force et un peu ma personnalité, c'est d'avoir grandi professionnellement, puis humainement aussi dans des environnements masculins, et puis d'y aller un petit peu au flot des opportunités. Puis cette opportunité-là a duré 4 ans au Québec et m'a permis vraiment de développer une agence de génie conseil en partant de zéro. Donc voilà, c'est ce qui me correspond d'un point de vue professionnel, mais humainement aussi, c'est que je suis quelqu'un qui est drivé par les projets, par l'humain avant tout. Et puis, je te dirais que donc ça a duré 4 ans. Puis, il s'est passé plusieurs choses dans ma vie personnelle, notamment récemment, en fait, il y a un peu plus d'un an, un accident où je me suis fait percuter en voiture. Je me suis fait renverser tout simplement en allant au travail et j'étais à ce moment-là pas alignée dans ma job. Je me sentais justement déconnectée de l'environnement technique dans lequel je j'œuvrais. Je me sentais un petit peu à côté de mes pompes, tout simplement. Et s'est passé cet accident, c'est-à-dire que j'allais au travail, j'allais à une journée qui était remplie de rencontres. C'est toujours la même affaire, hein, quand souvent on a un événement comme ça brutal qui se passe, c'est qu'on est dans le feu de l'action, puis qu'on a du mal un peu à prendre ce recul-là. Je me suis fait frapper par cette voiture. Je me suis retrouvée à l'hôpital avec le nez fracturé, avec une commotion cérébrale. Ça aurait pu être plus grave, mais ça a été un peu le déclenchement pour moi de me dire, attends là Manon, t'es clairement plus à la bonne place. T'as œuvré pendant tant d'années dans des environnements techniques, tu t'es épanoui de différentes manières, mais aujourd'hui, t'es pas toi là. T'es pas la personne que tu développes depuis tant d'années, puis les relations humaines, elles sont mises de côté, le développement d'affaires que tu fais n'est pas connecté avec tes propres valeurs profondes, qui pour moi sont vraiment la connexion, la transparence, l'humanité, derrière toute connexion, que ce soit dans le monde des affaires ou dans la vie personnelle. Et j'ai fait le choix, en fait, en ce moment-là, de faire un coaching qui m'a beaucoup aidé à me recentrer. Et puis, on en parlera après, là, je vais laisser la main à Charlotte, mais on a fondé Unir, en fait, tout simplement. Ça a été pour moi entremêlé entre ce coaching, cet accident, le fait de reprendre soin de moi et puis de me reconnecter à moi, et né finalement Unir, qui est un peu comme une renaissance pour ma part, professionnellement, puis personnellement aussi. Merci Manon, c'est beau de t'entendre puis de t'entendre parler avec transparence en fait de ce qui s'est passé puis du fait qu'en fait t'étais plus du tout dans le cœur, t'étais dans la tête puis t'étais tellement perdu dans la tête que boum. Ouais, Tout à fait. je suis encore plus curieuse de connaître la suite parce que voilà, je précise que je ne connais pas votre histoire donc je la découvre en même temps que ceux qui nous écoutent. Oui. Et allô Sophia, merci encore pour l'invitation. Très très heureuse d'être là avec vous deux, avec Manon aussi. Donc effectivement, moi c'est Charlotte, on a cofondé Unir avec Manon en octobre dernier. Donc c'est quand même assez récent comme aventure. De mon côté, je suis franco-canadienne, j'ai ma citoyenneté, j'en suis très heureuse. Ça fait 12 ans que je suis ici. De la même façon, je suis arrivée au Canada pour le travail. J'ai eu un parcours d'études et professionnelles, je dirais, assez téléguidées. Ça a été des suites d'opportunités. Je suis quelqu'un de très opportuniste dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que je vois quelque chose qui m'attire, j'y vais parce que j'ai un coup de cœur, puis je me passionne de ce que je fais. Comme Manon, je suis allée dans un milieu qui n'était pas le mien à la base. Je me suis jamais dit que j'allais aller dans le secteur aérospatial. C'est là où j'ai œuvré quasiment toute ma carrière. De toute façon, j'ai jamais su ce que je voulais faire dans la vie. Ça, c'est quand même une de mes spécificités. Je me suis jamais dit, ah, je vais absolument faire ça. Et j'ai toujours suivi comme ça un chemin, un courant, sans trop savoir où est-ce que ça allait m'amener. Et je ne sais encore pas où je serai demain et ça va très bien avec moi. Il y a ce genre de choses-là, je suis très à l'aise avec ça. Par contre, j'ai toujours fait les choses par passion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sens que je suis plus alignée avec ce que je fais, que j'y mets plus le cœur, je change.
je reste jamais dans des situations trop longtemps où je me sens pas authentique. J'ai besoin de cette authenticité dans mes relations. C'est là où on se rejoint beaucoup avec Manon aussi. Et j'ai besoin de confiance. C'est-à-dire que si je me sens dans un environnement où j'ai plus cette confiance, je trouve que avec toutes les relations qu'on a, la confiance, ça fait pousser des ailes, la confiance qu'on peut donner à quelqu'un, la confiance qu'on peut recevoir. Donc pour moi, c'est primordial aussi. Et puis j'ai un profil de ce fait qui est un peu touché à tout. C'est-à-dire que j'ai commencé en développement d'affaires. Ensuite, j'ai fait du marketing, je suis allée en développement économique, j'ai fini vice-présidente opération, à m'occuper plutôt de la stratégie, des gens, de la culture de l'entreprise. Et j'ai adoré ça. Enfin, j'adore en fait ce côté un peu multitâche. Je suis vraiment une touche à tout. J'ai besoin de beaucoup de projets pour être drivée. Donc, tout ça, ça vient vraiment m'animer. Et je dirais qu'unir, c'est arrivé, et ça on en reparlera à un moment donné, mais ça a été un peu une croisée des chemins. De mon côté, j'ai vécu une situation professionnelle j'ai un peu frappé un mur pour différentes raisons dans ma carrière professionnelle. Ça m'a ouvert les yeux. C'est-à-dire que je pense que j'étais depuis un certain temps, un peu comme Manon, en train de me désaligner de qui j'étais. C'est-à-dire que je voyais mon chemin professionnel qui partait, mettons, sur la gauche, puis je voyais mes aspirations personnelles profondes être à droite et me dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? C'est-à-dire que mes chemins, là, personnels et professionnels, étaient en train de s'éloigner. J'étais plus de la même façon, je n'étais plus vraiment drivée par les gens que je rencontrais, que je côtoyais. J'avais besoin de retrouver cette authenticité dans mes relations et la passion dans ce que je faisais. Et c'est cet événement-là dans ma carrière, finalement, qui m'a permis de pivoter. Je pense que si cet événement ne s'était pas passé, je n'aurais pas pris la décision de lancer Unir. J'étais aussi enceinte à ce moment-là, j'allais devenir jeune maman, ça joue beaucoup, mine de rien. J'aime pas les clichés qui disent « Oh, de toute façon, tu es une jeune femme, tu es enceinte, tu vas changer de job ». Pour vrai, je n'anticipais pas ça. Ça m'est arrivé. Voilà, c'est le hasard. Et pour rejoindre Manon, je pense qu'il n'y a rien qui arrive par hasard, par contre. Donc, voilà, j'ai saisi cette opportunité. Je me suis dit, s'il y a un moment où il faut se lancer et où la vie t'envoie un signe, c'est maintenant. Et c'est ce qui a été le déclencheur aussi. Hmm. Merci Charlotte. Oui, toutes les deux, vous avez eu ces signes-là, en fait, qui ont permis que vos chemins se croisent à un moment donné. Puis, toutes les deux, ben, on sent beaucoup le courage aussi. Puis, même ben, toi, Charlotte, quand tu parles, puis tu parles de ton profil aussi, qui est multidisciplinaire, touche à tout, comme tu dis, c'est intéressant parce que on valorise justement beaucoup, beaucoup l'expertise précise sur un sujet précis. Mais est-ce que dans notre société, on n'a pas besoin justement de profils multidisciplinaires, justement, de liens complexes qui permettent de mieux comprendre la société? Je trouve ça intéressant ce que tu partages en ce sens. Et puis ça fait pas rapport avec notre discussion, mais bref, ça m'appelait. Puis là, ben, moi, c'est sûr, j'étais curieuse. Vous avez vos deux histoires, et puis à quel moment vos histoires s'entremêlent? Qu'est-ce qui fait votre rencontre et qu'est-ce qui... Ouais, c'est alors ce qu'il faut connaître de notre histoire et c'est ce qui fait notre authenticité aussi, je pense, hein, c'est qu'on est amis dans la vie, c'est-à-dire qu'on se côtoie dans notre vie vraiment intime avec nos conjoints, notre groupe d'amis depuis plusieurs années, bah, depuis 5 ans, 6 ans, il me semble, depuis que, en tout cas, moi je suis arrivée au Québec là, j'ai quasiment rencontré Charlotte dans mes débuts, donc on s'est connus ensuite, vraiment, on s'est vu évoluer. Donc, on est amis dans la vie. Et en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que, donc, comme on te le disait, à la croisée des chemins, c'est-à-dire que Charlotte était dans sa situation professionnelle. Tu étais enceinte à ce moment-là, Charlotte, hein, il me semble. Charlotte Oui. était enceinte, puis on se réunissait. Moi, j'étais pas enceinte. J'étais encore dans mon précédent job. Donc, j'étais à l'époque directrice commerciale dans une compagnie qui propose des services au bâtiment, donc des services très complexes dans le domaine de l'efficacité énergétique. Donc j'étais rendue à un poste assez important aussi là dans cette compagnie-là à ce moment-ci. Puis avec Charlotte, on se réunissait régulièrement, on faisait des chavets ensemble, on faisait des marches. Puis en fait, on discutait. C'est parti de là. On commençait à discuter de nos situations, de ce qu'on vivait, de ce qu'on ressentait profondément dans notre vie professionnelle et de comment, d'un point de vue sentiment, là, ça en ressortait. Et on partageait ce même sentiment qu'on était toutes les deux déconnectées, qu'il y avait des éléments, des actions qu'on pouvait voir au quotidien, qu'on vivait, qui nous mettaient dans des situations des fois inconfortables ou qui tout simplement n'étaient pas alignées avec ce qu'on faisait.
Et puis, autour de nous, en discutant avec d'autres amis aussi, on voyait nos amis suivre un peu ce même parcours en disant, oh là là, mais mon Dieu, mais ce que tu dis, ça fait tellement de sens pour moi, je me sens pas bien, j'endors pas la nuit, je vais me mettre en arrêt maladie parce que là, je me sens pas du tout alignée avec tel sujet dans ma compagnie. Puis, on se dit, mais mon Dieu, on peut pas rester comme ça là. Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Pourquoi on parlait de notre génération. Pourquoi notre génération se retrouve dans une situation qui est très inconfortable au travail? Il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, autour d'un café, on a discuté un peu plus profondément de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que, puis je vais laisser Charlotte se présenter aussi sur ses compétences, mais pour ma part, j'ai toujours rêvé de fonder une compagnie un jour. J'ai toujours rêvé, en sortant de mes études, j'ai fait aussi une école de commerce pour vraiment aller vers ce projet ultime, un jour dans ma vie, quand j'aurai les compétences suffisantes et l'expérience, de lancer une compagnie avec mes valeurs, mon authenticité, ma marque de fabrique. J'ai toujours rêvé de ça, puis j'ai jamais sauté le pas avant maintenant, puisque je me sentais pas à l'aise. Et puis là, le fait de m'être recentrée, ça m'a permis de me lancer les deux pieds devant. Mais en fait, j'ai toujours eu ce côté-là entrepreneur en moi comment dire, la flamme était en train de s'allumer petit à petit. Puis le fait aussi de connecter avec Charlotte, de voir cette complémentarité professionnelle qu'on avait dans nos deux domaines différents, mais à la fois cette authenticité puis les valeurs humaines qu'on partageait, ça a fait tout simplement des étincelles. Et puis on s'est dit, waouh, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble parce que ce projet-là que moi j'avais initialement, je l'ai partagé à Charlotte, c'est-à-dire que je partais initialement sur le fait de fonder une compagnie de conseil pour accompagner justement les entreprises à connecter les générations entre elles en montant une équipe vraiment de génération Y. Donc notre tranche d'âge, la trentaine finalement, avec 10 ans d'expérience professionnelle pour vraiment accompagner les entreprises avec cet œil très nouveau de comment les compagnies doivent s'adapter sur certaines tendances au niveau RH, au niveau marketing, managérial, pour justement s'aligner avec les besoins nouveaux des nouvelles générations et les attirer, les fidéliser. C'était ça mon idée première, finalement. Puis quand j'en ai parlé avec Charlotte, euh, par son expertise, par ce qu'elle voyait, on a finalement arrimé nos deux projets, puis Unir est né. Charlotte, je vais Ouais. te laisser suivre là-dessus. Ouais, bah, moi, c'est vrai que je me rappellerai toujours ce café à Verdun en hiver, donc, Oui. qui est un quartier de Montréal. On s'est rencontrés là avec Manon, puis on refaisait un peu le monde autour de ce chai latte, puis en se disant, mais il faut qu'on ose faire quelque chose parce que pour revenir sur ce qu'on disait auparavant, il n'y a rien qui arrive par hasard, on est toutes les deux là, ça fait un moment qu'on se parle de ça fait un moment que ce sujet résonne aussi beaucoup autour de nous. C'était comme si, aussi parce qu'on en parlait beaucoup, mais tellement de monde connecté à ce qu'on disait, à ce qu'on vivait et nous amener des pièces de leur histoire aussi, qu'on avait envie de se dire, mais est-ce qu'on peut être actrice de changement dans ça? Pourquoi on est là à subir ce système qui convient à personne, qui convient pas aux entreprises parce qu'elles n'arrivent pas à tenir, engager leurs talents, qui convient pas aux talents, aux personnes de tout âge en fait, les personnes plus âgées qui veulent quitter, les plus jeunes qui vont faire des side projects parce qu'ils sont pas passionnés par ce qu'ils font dans leur travail. Donc, c'était dire, est-ce qu'on peut amener un peu de vie et un petit peu voilà, de reconnexion là-dedans. Donc, je me rappellerai toujours ce café-là. Pourquoi notre union? Moi, je ne suis pas une joueuse solo de base. Je ne me serais jamais lancée seule dans un projet entrepreneurial ou autre. Moi, j'adore l'équipe, j'adore faire les choses à plusieurs. Et c'est pour ça que je l'ai toujours dit à Manon, je ne me serais jamais lancée sans Manon dans le projet parce que ça ne m'aurait pas allumé autant que de le faire à deux. Ça, c'était pour moi essentiel. Et puis c'est vrai que je trouve qu'on a toutes les deux une énergie on est dynamique avec Manon. Tu sais, on est des boules d'énergie, on a toujours plein d'idées et on est des forcenés de travail. On travaille très fort l'une et l'autre et je crois que c'est aussi ce qui était rassurant dans cette aventure en duo, c'était de se dire on peut compter l'une sur l'autre. Non seulement de par nos tempéraments optimistes et énergiques, quand il y en a une qui peut-être va traverser une période un peu plus difficile pour différentes raisons, on sera là, l'autre sera là pour rebooster, ça on peut se faire confiance là-dessus. Et aussi de dire s'il y a un moment donné une de nous qui doit diminuer sa charge de travail vis-à-vis d'Unir, moi, personnellement, je sais que Manon est capable de prendre sur ses épaules une load, et tout comme Manon sait que je peux en prendre sur mes épaules pour maintenir le projet viable et à flot pendant que l'autre peut se reposer ou faire ce qu'elle a à faire. Donc pour moi, c'était essentiel, en fait, cette complémentarité-là. Je ne l'aurais pas fait avec n'importe qui. C'était important d'avoir les mêmes valeurs, mais c'était aussi important d'avoir cette énergie et cette vision de, allez, on se lance, on y va, et puis on sait qu'on peut compter l'une sur l'autre.
Au niveau du projet, plus en tant que tel, en termes de thématique, c'est vrai que Manon, elle, a toujours su qu'elle voulait être entrepreneur à un moment donné, lancer sa boîte. C'est pas du tout mon cas. Je l'assume et je le dis. Autant que j'assume que je suis pas une experte d'un sujet pointu dans ma vie, je trouve que c'est ma force de toucher à plusieurs choses et je pense que c'est ce qui fait l'intérêt quand j'accompagne des personnes et des clients des entreprises. Je pense que c'est ce côté un peu multidisciplinaire. Mais de la même façon, j'assume que je n'étais pas une entrepreneur dans l'âme. Il fallait absolument que je fasse ça pour accomplir ma carrière. Je rappelle que je n'ai jamais su ce que je voulais faire dans ma vie. Donc, je ne me suis jamais dit je voulais être entrepreneur. Mais par contre, ouais, j'étais intrapreneur. Ça, je l'ai toujours été. J'ai adoré développer d'une page blanche des choses. Dans ma famille, mon père est entrepreneur, mon frère est entrepreneur. Enfin, je sais ce que c'est que l'entrepreneuriat, j'ai une bonne connaissance. Donc, j'ai fait unir pour porter cette mission-là. Et cette mission-là, donc, qui n'était plus uniquement par rapport au projet initial dans la tête de Manon, de dire on amène des nouvelles générations pour accompagner les entreprises, c'était de le rendre plus global et de dire oui, mais toutes les générations ont des choses à s'apporter. Ce ne sont pas qu'aux générations plus seniors de s'adapter à la nouvelle réalité, c'est aussi aux plus jeunes de comprendre ce qui les attend sur le marché du travail, d'aller chercher les valeurs des autres. On va en reparler un petit peu plus tard. Mais voilà, c'était vraiment cette union globale de toutes les générations et d'aller chercher toutes les forces. Et le volet OBNL, donc organisme à but non lucratif, est venu aussi du fait que j'évoluais depuis 7 ans dans cet écosystème-là, que je le connais bien et que je trouvais que c'était très aligné avec la mission qu'on souhaitait porter. Et c'est Hmm. pour ça qu'on a fait le choix d'une OBNL pour porter notre message. Puis c'est vrai, pour rebondir sur ce que tu dis, Charlotte, je pense que Sophia, là, ça te démontre en fait toute la complémentarité dès le début qu'on a instaurée. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée, j'avais une idée en tête, tout à fait agile, hein, puisque j'étais en train de la maturer toute seule à l'époque. Et puis encore une fois, comme Charlotte, tu as tout à fait raison. Moi, j'étais prête à me lancer en solo, mais c'est vrai que d'avoir quelqu'un en binôme à tes côtés, ça fait toute la différence. Et puis encore une fois, le projet tel qu'on le mène aujourd'hui, je ne serais pas là où j'en suis sans Charlotte non plus, tu vois. Donc, c'est vraiment une complémentarité qu'on a su instaurer dès le début, dès les fondements, Hmm. quand on a défini notre mission, puis que Charlotte, justement, a amené ce regard au BNL et m'a dit, attends, tiens, la mission là, elle est hyper intéressante, mais regarde, je t'amène ce spectre-là que tu n'avais peut-être pas en tête. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça fait du sens pour toi? Est-ce que c'est toujours aligné avec ton projet de base? Et je dis, bah oui, carrément, mais j'ai envie de le faire avec toi. Tu sais, ce projet-là, maintenant que tu développes conjointement avec moi, il faut qu'on le mène ensemble parce qu'on est toutes les deux dans la même barque, puis on porte ce projet-là ensemble et on est allumés toutes les deux par cette même mission. Donc voilà, dès le début, comme tu vois, on avait cette complémentarité, puis cet aspect similaire aussi qu'on a su développer là ces derniers mois parce que Charlotte est jeune maman. Et puis moi, Mhm. je suis tombée enceinte au début où Unir a été fondée. Donc ça aussi, tu vois, en termes de confiance et le fait qu'on soit sur la même longueur d'onde, qu'on ait les mêmes priorités familiales, qu'on soit allumé par notre projet professionnel qui est aujourd'hui notre bébé numéro 2 à toutes les deux qui est Unir, parce que nos bébés 1, nos petits humains passeront en premier toujours, mais Unir est le bébé numéro 2, mais on est toutes les deux, tu vois, alignées sur ces mêmes besoins et on se comprend, on a confiance et c'est vrai que c'est tellement gratifiant et ça permet de souffler, de se dire, OK, là, tu sais, je suis dans telle situation, ben, est-ce que tu peux gérer ou pas? Puis voilà, de manière très, très transparente, on se dit oui, non, et puis on se comprend, on se complète et on se fait confiance. Ça, c'est la base de tout, je pense, quand on cofonde une entreprise, quelle qu'elle soit, là, c'est des fondamentaux, selon moi. Mhm. Oui, et puis en fait, bah, dès le départ, vous aviez déjà ce lien de confiance qui était là. Puis je vous entends parler, puis je vous vois vous retrouver à ce moment-ci dans ce café-là, dans ces marches-là, dans ces chalets-là, dans vos vulnérabilités, en fait, puis qui Oui. finalement vous ont permis de vous unir, puis de voir ce que vous pouviez co-créer ensemble. Je trouve ça intéressant. C'est parti d'une idée qui était juste, ben, j'allais poser la question pourquoi l'OBNL, mais bon, ben, Charlotte a super, j'étais contente que tu répondes, mais c'est intéressant comme un cerveau tout seul, parfois, va amener quelque chose, puis comme l'entremêlement des cerveaux, puis des cœurs, puis des missions, puis des visions, puis des perspectives, ça vous a amené complètement ailleurs, donc justement dans cette vision globale. Donc, vos vulnérabilités déposées sur la table, la résonance aussi avec les vulnérabilités un Ouais. petit peu partout dans votre génération, et peut-être même par rapport aux autres générations, Oui. et comme ces retrouvailles, à un moment, cette rencontre qui se fait entre tout ça pour comme créer un lien. Je
trouve ça beau, je trouve ça intéressant. Ouais. Oui, tout à fait. Puis c'est pas tous les amis qui s'associent ensemble non plus, parce que c'est comme le disait Charlotte, elle parlait du fait qu'on travaille de la même manière toutes les deux, qu'on soit dynamique, allumé. Ça, mine de rien, c'est pas avec tous les amis de la Terre que tu peux fonder une entreprise. Je pense que c'est un bon conseil à se donner entre nous puis à partager autour de nous, c'est que c'est quand même beaucoup de responsabilités, c'est quand même un engagement, c'est pas tout le monde qui travaille de la même manière. Nous, la bonne nouvelle, c'est que en se connectant amicalement, ben, on s'est rendu compte qu'on travaillait de la même manière, puis ça nous a totalement conforté, mais ça aurait pu être l'effet inverse aussi, là. Donc, c'est important quand même de le préciser. Et comment vous la préservez, cette amitié-là, justement, maintenant que le professionnel prend beaucoup de place? Quelle est la place de votre amitié là-dedans? On sait faire la part des choses parce que clairement, je dirais que même quand on se voit en dehors d'Unir, donc le week-end ou quoi que ce soit, on en parle peu ou on en parle de ce côté passion créatif. Mais on ne va pas Ouais, rentrer dans le quotidien d'Unir, dans nos rencontres en dehors d'Unir. Et je crois que c'est ce qui fait la force aussi et la pérennité de notre relation, c'est de savoir faire la part des choses. Et on est très professionnels toutes les deux, donc on sait poser nos limites, je pense, couper. là-dedans. Ouais, ouais. Oui, donc c'est une question de Absolument. limite, puis une question de garder une distance entre le projet, puis comme Oui. l'amitié telle qu'elle a toujours été finalement. Oui, il ne faut pas qu'unir devienne notre Tout à seul fait. sujet de conversation. Ouais. Non, On a nos fils non, non, pour exact. tenir le premier sujet de conversation de toute façon. C'est Oui, ça. totalement. Puis là, vous élevez la génération future, quoi. Comme... C'est ça. Ben oui, 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 ça porte encore, ça fait qu'on se sent encore plus confortable, disons, à porter cette mission, les bras en avant, là, parce que on a des enfants, on est la nouvelle génération avec nous, là, donc, on veut faire en sorte que tout fonctionne pour le mieux pour eux. Oui, 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 voilà, il y a une vision intérieure en dessous de ça. Puis, alors, Ouais. bah, je voulais qu'on en vienne à unir. Déjà, le mot unir, parce qu'il y a beaucoup de signification derrière ce mot. On parle de lien. Pourquoi unir comme nom d'organisme? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Comment c'est venu? Qu'est-ce qui s'y cache? Alors, ça a été une très grande réflexion, très difficile pour trouver le nom aussi, c'est important de le préciser. Ça nous a pris plusieurs séances de brainstorm, puis d'amener aussi plusieurs personnes dans l'intime, professionnel et personnel avec nous pour justement nous arrimer des idées, puis faire en sorte qu'on choisisse ce nom-là qui aboutit pour qu'il fasse le plus de sens avec l'organisation qu'on porte, la mission. Unir veut dire l'union des nouvelles initiatives en relation intergénérationnelle. Mais on voulait le condenser pour avoir un verbe d'action fort, porteur de notre mission, qui est d'unir les générations dans le monde du travail, dans le monde professionnel, pour en faire quelque chose de marquant, rapide, efficace, et qu'autour de nous, ben, les gens puissent retenir ce nom. Ça, c'était vraiment le but initial, tout en portant le projet. Puis, effectivement, quand on, on s'est posé autour de la table. Moi, c'est un défi, je te dirais, parce que le fait de ne pas avoir grandi dans le monde de l'OBNL, mais plutôt de l'entreprise privée, corporative, je me demandais si... excusez-moi, vous entendez pas en arrière-plan, hein, j'espère, les petits cris. C'est bon, je crois. Non. Parfait. Et c'est correct si on l'entend. Ça se peut qu'on entende une. Parfait. Parfait. Donc c'est ça, je me disais, ok, il faut quand même qu'on porte la mission dans le cadre d'une structure OBNL, chose que moi, ce n'était pas dans mon corps d'expertise, donc j'avais comme un peu ce doute-là de me dire, est-ce que Unir va parler, va être suffisamment percutant pour l'environnement dans lequel on va graviter, qui est la forme juridique qui est une OBNL qu'on a fondée. Donc on a mis autour de la table, et puis l'expertise de Charlotte là-dedans aussi a aidé, puis d'autres amis aussi qui nous ont finalement aidé à porter ce nom. Puis Unir est né. Et puis en fait, ça avait tellement de sens quand Unir, on a dit, OK, c'est Unir. Bah oui, en fait, on unit les générations entre elles. Puis on s'unit nous. On veut créer de l'union. Et puis oui, en fait, c'est ça. C'est écrit. C'est ce nom-là qui fonctionne bien. Donc Ouais. voilà pour le nom, pour répondre à ta question. Et unir, c'est vraiment un élan d'espoir un peu fou, je trouve. Et quand on revient à toute cette histoire qu'on a racontée depuis 20 minutes maintenant, c'était de se dire, allez, on saute dans le vide avec cet espoir de pouvoir faire partie de cet écosystème d'acteurs de changement auquel tu appartiens aussi, Sophia. Enfin, de connecter à ces gens-là, parce que c'est ça aussi, le monde de l'économie sociale dans lequel on œuvre aujourd'hui est tout à fait différent du monde dans lequel on œuvrait hier et nous Mhm. rejoint beaucoup plus en termes de valeurs. C'est incroyable comme quand tu parles de la mission d'unir à des gens comme toi ou d'autres, ça résonne tout de suite. C'est OK, merci de contribuer à ça, merci de faire partie de cette équation-là et d'essayer
de faire changer les choses. Et ça, c'est tellement nourrissant de pouvoir avoir cette réaction-là en face de nous quand on présente le projet. Donc, on voulait vraiment faire partie de cet écosystème d'acteurs de changement. Et puis, de se dire que même si notre contribution, ça allait être une goutte dans l'océan, parce que ça peut faire quand même un peu peur de se dire, on porte un projet, on n'est pas dans du... Enfin, finalement, quand on va parler des services qu'on amène, on est clairement dans du tangible, mais à un certain point, les gens se disent, mais c'est quoi, vous pelletez des nuages là? Il y a pas... Oui, bon, les générations, il y aura toujours des problèmes comme ça, je vois pas ce que vous pouvez vraiment faire. Donc, il y a ce pessimisme à l'égard du fait de pouvoir changer les choses qui fait que tu peux à certains moments te dire, attends, est-ce que je suis en train de prendre une bonne direction ou clairement on est en train de rêver en couleur. Et voilà, donc il faut y croire et c'est parce qu'on évolue dans un écosystème de gens qui y croient, qui pensent vraiment que le monde du travail peut changer, bah, qu'on se nourrit à tous les jours et qu'on se dit même si notre contribution c'est une goutte dans l'océan, bah, au moins nous, on aurait eu le courage d'essayer de faire quelque chose de différent. Et c'est vraiment ça là qui nous a vraiment motivés à lancer Unir et tout le concept qui va avec. Oui, oui, ben, c'est ça, il y a toute l'union, puis il y a le fait aussi que ben, voilà, vous êtes cette goutte-là peut-être, et puis il y a plein d'autres gouttes autour de vous, puis de gravité justement, de vous insérer dans cet univers-là de l'économie sociale justement, ben, c'est laisser toutes les gouttes s'entremêler, et puis garder cet espoir-là. Je pense qu'il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas de rêve trop fou en fait. Puis si on regarde ce qui s'est passé par le passé, tous les changements qui ont pu avoir lieu dans les sociétés avant la nôtre, ben, ça a toujours été un petit peu des personnes qu'on a considérées comme un peu fous, un peu trop rêveurs, qui ont transformé les choses. Puis après ça, on est capable d'influencer, oui, mais justement, tu sais, jusqu'où on est capable d'influencer le monde entier avec un projet, je pense pas. Mais tous ensemble, justement, en On s'unissant. fait de grandes choses. Ouais, ouais, ça revient à ta notion de lien, hein. Je pense que Oui. ce projet, il est collectif, enfin, il s'inscrit dans un mouvement collectif de personnes qui veulent transformer le monde du travail, qui pensent que c'est possible, qui sont optimistes dans ça. Et individuellement, ça n'aurait pas le même impact que de voir plusieurs personnes qui portent leur petit drapeau, leur petit morceau de l'équation. Mais c'est ça qui, à la fin, change un peu les perspectives du monde du travail. Donc clairement, là aussi, quand on parle de lien, et c'était en lien, encore une fois, avec le rapport à l'OBNL, hein, c'est ce côté collectif. Quand on parle des initiatives intergénérationnelles, c'est de dire on va lier tout ce qui peut apporter du positif dans cette démarche-là. Et sans avoir une approche individuelle, si on était plus parti sur une approche corporative traditionnelle. Ouais. Puis il y a un autre élément intéressant avec le format d'OBNL qu'on a pris, c'est qu'aujourd'hui, Charlotte et moi, on porte vraiment un élan de notre état d'esprit, notre vision opérationnelle stratégique en entreprise. Puis on va le développer un peu plus tard, j'imagine, sur concrètement qu'est-ce qu'on propose sur le marché. Mais le format OBNL aujourd'hui va vivre à travers avec nous. Et puis demain, on sera dépassé. Charlotte et moi, on sera plus peut-être dans l'air du temps de aujourd'hui, quelles sont les tendances, comment le marché évolue. Dans 10 ans, peut-être que ce sera la nouvelle génération qui prendra la direction d'Unir et qui insufflera de nouvelles choses avec des personnes seniors aussi autour de la table. L'idée, c'est vraiment que Unir ne soit pas éphémère, mais vive à travers les générations aussi. Et ça, le format d'avoir construit une OBNL aujourd'hui nous le permet. Et c'est ça qui est chouette, c'est que ça, c'est totalement connecté avec notre mission, qui est d'unir les générations. Chose qu'on aurait peut-être un petit peu moins retrouvée avec le fait de fonder une entreprise corporative, puisqu'on aurait été comme très ancré dans ce projet-là, alors que là, on sait que on le fonde, on insuffle beaucoup de choses, mais peut-être que dans 10 ans, on n'y sera plus, puis qu'il y aura de nouvelles personnes avec de nouvelles idées. Puis le monde évolue tellement vite aujourd'hui que c'est très difficile de savoir déjà dans 5 ans où est-ce qu'on sera rendu. Donc l'idée, c'est que Unir continue de vivre avec l'évolution de la société puis du temps. Oui, puis au-delà de vous, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, Unir est là pour vivre avec vous en ce moment, au travers vous, mais qui a cette optique-là avec la forme OBNL de dire que ça va se transmettre et que ça va continuer d'évoluer et que même si vous, ben, à un moment donné, ce n'est plus vous, ben, ça ne s'arrête pas là. Puis je trouve ça très intéressant. Et ça m'amène une autre question parce que justement, donc toi, Charlotte, tu as gravité dans ce monde-là des OBNL. Manon, tu étais plus justement dans un autre univers. Fait que tu Oui. débarques là-dedans avec Charlotte. Comment ça... C'est quoi tes défis? Comment ça te transforme, toi, en tant qu'être humain, de graviter là-dedans?
Ouais, c'est intéressant la question que tu poses. C'est un défi, je te dirais pour moi, plus au niveau de ma compréhension et de la gouvernance que UNIR demande en tant que structure au BNL, qui est tout à fait nouveau pour moi parce que j'avais vraiment, puis j'ai mon expertise dans le domaine des corporatifs, donc avec vraiment cette vision d'une entreprise, comment elle peut être créée avec des actionnaires, des fondateurs, une stratégie puis une direction guidée, alors que là, le fait de fonder UNIR avec une gouvernance, et ça a été d'ailleurs, Charlotte, un gros sujet de discussion dès le début, c'est de se dire comment on fait en sorte de garder, parce qu'on a fondé ce projet, ça fait plus d'un an et demi quand même qu'on l'a travaillé avant de le faire naître en octobre dernier. Comment on fait en sorte de garder une direction, un fil conducteur et une stratégie qu'on insuffle et qu'on veut développer, tout en ayant une gouvernance différente de nous, qui va peut-être amener des points très intéressants, mais qui va peut-être aussi nous échapper. Parce que, Mm. voilà, qui dit OBNL dit une gouvernance, dit une direction générale, et donc avec différents niveaux de prise de décision aussi. Donc ça, c'est le plus gros défi, je te dirais, pour moi. Et j'ai pas mal challengé Charlotte là-dessus, qui connaissait cet environnement, qui a su me rassurer aussi. Puis finalement, tu vois, avec un peu de recul, on s'est dit oui, mais en fait, c'est la bonne solution pour nous de fonder une OBNL avec une gouvernance externe à nous, puisque justement, on porte cette mission d'unir les générations, puis on veut au sein de notre conseil d'administration des personnes différentes de nous pour apporter un regard nouveau, avec une certaine expertise, avec cet intérêt aussi de porter la mission avec nous. Et pour ça, on peut pas être que toutes les deux, parce que sinon, au bout d'un moment, on va être le nez dans le guidon, puis tout simplement, on va passer à côté de certaines choses. Alors que d'avoir des gens avec nous qui vont porter cette mission, puis qui vont peut-être prendre des décisions qui seront en désaccord avec les nôtres, mais encore une fois, tout est une question de discussion et puis de transparence. À partir du moment où on a une ligne directrice commune, je pense qu'on peut aller tous loin. Bah, ça fait du sens. Mais ça a été le plus gros défi pour moi, le côté gouvernance qui était complètement nouveau, je te dirais. Ouais, et puis c'est toute une nouvelle exploration, c'est comme une nouvelle aventure, une nouvelle Oui, façon d'apprendre, de co-créer ensemble que tu vis en ce moment. Merci d'avoir répondu. Je trouve ça super intéressant de voir mais comment finalement des personnes peuvent passer d'un côté à l'autre, puis qu'est-ce que ça peut créer aussi à l'intérieur comme un confort et tout ça. Puis là, je reviens dans le global. Hein. C'est, mettons, on sort pas de l'intime parce qu'on reste toujours un peu dans l'intime, mais justement, tu sais, on entend beaucoup parler de ce concept-là, de lien intergénérationnel. Puis ceux qui nous écoutent sont peut-être en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce que c'est les liens intergénérationnels? De quoi on parle quand on parle de ces liens-là? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu, je sais pas, votre portrait global, votre définition, votre perspective sur ce que ça signifie, tu sais, au-delà d'unir? Mhm. Bah, le côté lien intergénérationnel, clairement, quand on parle de ce sujet-là, il faut le repositionner. On s'inscrit sur le sujet de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, quand on parle de lien intergénérationnel. Donc, on veut contribuer à cette mission qui est de briser les silos entre les générations. On est dans une société où il y a de plus en plus, on le sait, il n'y a rien de nouveau, mais d'individualisme. On se regarde un peu de loin, on regarde l'autre avec ses propres lunettes sans essayer de faire preuve d'empathie, de compréhension à l'égard de ce que chaque génération, là en l'occurrence, peut avoir connu. Chaque génération, alors nous, attention, on ne croit pas du tout que parce qu'on appartient à une génération, on a des caractéristiques spécifiques. On ne veut pas rentrer dans ces clichés-là. Ils ne font que mettre encore plus les gens dans des cases, alors qu'on essaye par la démarche qu'on apporte de sortir les gens des cases et de dire non, il y a du bon à prendre de chaque génération. Il suffit d'être curieux, d'aller vers l'autre, de se tourner vers l'autre. Par contre, ce qu'on dit, c'est que chaque génération a été influencée par un contexte socio-économique et technologique, et que ce contexte-là, dans lequel chaque génération prend ses codes, influence aujourd'hui son style de leadership, son style de communication, son rapport à la technologie et son rapport aux autres. Et souvent, nous, ce qu'on va essayer dans nos axes d'intervention, bah, ça va être déjà de sensibiliser sur ces sujets-là, mais ça va être de reconnecter ces liens et de démontrer à quel point il faut arrêter de se regarder de façon jugeante, avec des a priori à l'égard des autres générations, mais au contraire de reconnaître qu'on doit recréer de la curiosité. Donc il y a beaucoup ce concept un peu de mentorat, d'échange, de discussion qu'il faut recréer entre chaque génération. je pense que, puis pour te compléter, Charlotte, mais c'est ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, toutes les générations sont importantes dans le monde du travail. Elles doivent toutes être présentes parce que c'est sans ça, finalement, l'entreprise n'est pas si agile qu'elle devrait l'être, surtout dans un monde
délicat, dans lequel on vit, où tout est volatile, incertain, ça va très vite. On utilise maintenant de l'intelligence artificielle à différents niveaux. Enfin, je veux dire, c'est quand même beaucoup de challenge pour une entreprise, pour une organisation de se transformer, puis du coup d'avoir des gens autour de ça qui se transforment humainement puis professionnellement eux aussi. Et je pense que d'avoir une harmonie de différentes générations autour de la table qui se comprennent davantage, parce que c'est aussi ça le constat qu'on s'est fait de par nos expériences et de par les discussions qu'on a pu avoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs générations, mais qui ne se connectent pas suffisamment et qui n'utilisent pas leur plein potentiel en entreprise, puisqu'elles ne se comprennent pas. Elles parlent d'un même sujet, mais elles vont l'amener d'une manière différente. Puis ça fait que on va créer de l'incompréhension, des axes de frustration, et puis finalement, à terme, le projet ne va pas aboutir, ou du moins va être beaucoup moins efficace que ce qu'il aurait dû être. Donc c'est vraiment ça, c'est de connecter ces générations pour les utiliser humainement et professionnellement à leur plein potentiel avec leur expertise, leur expérience autour de la table, et faire en sorte que tout ce monde-là se comprenne davantage, puisque sans ça, en fait, l'entreprise, à terme, n'est pas pérenne, ne vit plus, quoi, tout simplement, Puis, dans ce monde qui évolue très vite. Manon l'a beaucoup amené le sujet de l'entreprise, c'est que la thématique du lien intergénérationnel ou de l'agisme, parce qu'encore une fois, on connecte à ce sujet de l'agisme, et les personnes qui le vivent le plus, c'est les plus âgés, les plus jeunes. L'intention, c'est pas juste les personnes les plus âgées. Dis-nous On ce en que parle c'est l'agisme, beaucoup. tiens. Veux-tu nous amener aussi dans qu'est-ce que l'agisme? Oui, bah c'est ça. L'agisme, il y a différentes définitions. Une définition que j'ai critiquée, c'est celle du Larousse, parce que l'agisme serait uniquement à l'égard des personnes âgées. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres définitions qui sortent. Et quand on fait des analyses sur l'agisme, on le reconnaît à l'égard des personnes les plus seniors et des plus jeunes. Donc, c'est la discrimination qui est vécue par des groupes d'âge spécifiques. D'accord? Donc, c'est vraiment ça le concept d'agisme. Et à rappeler qu'une personne sur deux fait de l'agisme. C'est clairement la discrimination la plus tolérée, la plus normalisée dans le monde du travail et dans le monde en général, que ce soit dans la sphère sociale ou professionnelle, c'est très, très normalisé. C'est ce qui rend le sujet difficile à attaquer, notamment dans le milieu professionnel, parce qu'on en parle du sujet de l'agisme ou de l'effritement des liens intergénérationnels dans la sphère privée, le fait que les aînés soient isolés. Comment on va reconnecter, recréer des espaces de vie où on va faire on va faire rencontrer les plus jeunes avec les plus âgés. Dans le monde du travail, on ne l'adresse pas. Dans le monde du travail, ça va apparaître sous des enjeux, encore une fois, de gestion, de vision de leadership, de manque de rétention, des personnes seniors qui veulent partir à la retraite parce qu'elles se sentent dépassées et exclues. C'est comme ça que ça se témoigne. Mais de ce fait, nous, quand on parle du fait d'adresser le sujet de l'harmonie intergénérationnelle ou de la connexion des générations, les gens vont se dire, mais moi, j'ai pas de problème. Non, mais tu as des problèmes ailleurs que je viens de nommer juste avant et de façon sous-jacente, c'est ça qu'on va adresser. Et c'était assez intéressant parce que une partenaire qui est spécialiste des sujets d'équité, diversité, inclusion, avec qui on parlait de notre projet au début dans la période de réflexion, on lui disait, est-ce que toi tu le vois, cet enjeu-là de génération et de l'agisme en entreprise? Elle disait, c'est le nez au milieu de la figure. C'est central, mais les entreprises ne le voient pas. Et c'est là où on a toujours su, en lançant Unir, que ce serait là où le bas, enfin où ça allait être compliqué, parce que le sujet, il est sous-jacent et très très présent, mais il n'est pas vu et il n'est pas compris de cette façon-là. Donc c'est ça. Mais Et c'est pour pas ça qu'il conscientisé, faut ouais. l'adresser en entreprise, parce qu'il est adressé ailleurs, il est problématique en entreprise et personne aujourd'hui va s'attaquer à ce sujet-là sous cet angle-là. Oui, Hmm. c'est vrai que c'est clairement notre défi au quotidien quand on peut échanger avec une dirigeante, un dirigeant d'entreprise, une personne qui va gérer plusieurs personnes ou plusieurs équipes en entreprise, quelle que soit sa fonction et quel que soit le secteur d'activité. Mais en fait, on tire la pelote de laine, là, puis en décortiquant un petit peu les problématiques qu'il peut y avoir au niveau managérial, leadership, compréhension de la communication. Tu sais, on en revient vraiment à des bases, là, la communication en entreprise, entre personnes, là, bah, souvent, on se rend compte que là, il y a eu telle et telle difficulté, ou il y a eu telle et telle interprétation différente. OK, puis grâce à ça, ça nous permet de dire, ben, voilà, le constat qu'on voit au sein de votre entreprise, bah, finalement, répond à ce sujet d'enjeu des générations, puisqu'on on est typiquement dans la bonne thématique. Là, on est là-dedans, on est dans le clash générationnel potentiellement, à travers une communication qui peut être différente, une interprétation, un leadership qui va être fait d'une certaine manière, mais qui correspond pas à la personnalité qu'on a en face. Donc, on revient au basique, mais c'est souvent de là l'humain, l'ego, la communication, le positionnement de chaque personne qui en ressort beaucoup de sujets en arrière, et de l'accompagnement qu'on propose Hmm. concrètement en entreprise.
Oui, puis il y a ce côté-là, finalement, dans la société, dans les entreprises en ce moment, on a ce réflexe-là parce que tout va très vite, justement, d'aller en surface dans les choses, d'aller comme voir un problème X, il est là en surface. C'est ça qu'on voit, en fait. C'est la partie qui est à l'extérieur. Mais Ouais. si on va creuser en profondeur, on comprend qu'il y a d'autres choses qui se cachent là-dessous. Mais ce qu'on arrive à résoudre dans la frénésie, bah, c'est la surface. Puis c'est ça aussi le défi, puis je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, mais le défi avec le manque de temps, le manque d'espace dans les organisations, le fait qu'il faut évoluer vite, je ne sais pas, moi je le ressens dans les accompagnements, mais cet inconfort à aller en profondeur dans les sujets, dans les... Ben, parce qu'aussi, quand on commence à aller en profondeur, on met le doigt sur les vrais sujets. Ouais, Et elle est là, pour les acteurs de changement aujourd'hui, comme toi, comme nous, comme beaucoup d'autres, c'est, je pense, là la difficulté aussi. C'est qu'il faut autour de nous, ou en face de nous, une cible, des gens, des dirigeants qui soient prêts à se rendre là. Mais c'est assez intéressant. Nous, quand on se fait approcher par des entreprises, Unir, c'est rarement, rappelons-le, c'est rarement pour un sujet générationnel. D'accord? À ouais, première vue, on se fait approcher par j'ai envie de renforcer ma culture d'entreprise ou j'ai un enjeu de gestion dans mon organisation ou je veux travailler un petit peu ma marque employeur, je veux retravailler ma stratégie. Donc, on arrive, c'est drôle, j'ai un dirigeant, j'ai aimé ça, il a dit j'aime le côté stratégie un peu philosophique que vous amenez de la culture d'entreprise et des RH, qui est complémentaire au côté très terre à terre. Alors, on fait les deux parce que l'un ne va pas sans l'autre. Okay, il y a la vision stratégique, qu'est-ce qu'on veut amener, puis comment on le déploie dans les faits pour que tout ça rime. Mais voilà, donc on ne nous approche jamais vraiment pour un sujet générationnel. On nous approche pour des sujets plus de culture d'entreprise. Et puis, à partir de là, c'est assez intéressant aussi parce que dans les mandats d'accompagnement, nous, on va faire un petit état des lieux. On s'assoit avec le dirigeant ou l'équipe de direction, on regarde l'enjeu et on arrive avec une proposition. Et puis, je me suis déjà fait dire, ah, j'aurais pas pensé que ça allait prendre autant de temps. Par exemple, mm, c'était un mandat d'accompagnement d'une équipe. Et puis, oui, j'allais pas faire juste 2 interventions, j'allais faire une intervention sur 3 mois. Et j'étais comme, ah, regarde, si on ne se rend pas jusque-là, on ne se rendra pas jusque-là, mais je pense qu'il faut l'installer dans le temps, cet exercice-là. Et c'est tellement gratifiant quand les gens en face te font confiance et te disent, OK, bah, vas-y, je te fais confiance sur ta méthode. Et qui sont prêts à jouer le jeu. C'est rare. Pour moi, ça démontre des entreprises qui sont innovantes socialement. Elles sont moins nombreuses que les entreprises qui font l'innovation de produits ou technologiques ou autres. Mais c'est tellement riche quand on arrive à tomber sur ces joueurs-là qui sont prêts à ralentir et qui, même si eux ne sont pas prêts individuellement ou se trouvent dépourvus d'outils individuellement en tant que dirigeant ou responsable d'une équipe, sont prêts à dire ben, moi, je n'ai pas le temps de prendre ce temps-là et je ne sais pas exactement quel outil déployer, je vais me faire accompagner. Et je sais que Charlotte, Manon, quand elles vont venir, elles vont prendre le temps. Et aussi, c'est drôle, avec une équipe, on me disait, ah, mais est-ce que tu es psychologue ou quoi? Mais c'est juste qu'on prend, on est tellement aimante de l'humain, et ça, je le dis pour vrai, ma carrière auparavant, était orientée sur l'externe, du développement d'affaires, du rayonnement. Je n'ai plus rien à faire aujourd'hui. Ce qui compte, c'est comment je peux avoir un impact auprès des gens qui me font confiance dans les entreprises et à tous les niveaux. Et oui, en fait, mais on revient à des bases de l'empathie, de l'intelligence émotionnelle, qui est en fait ce qu'on va amener avec Manon dans les entreprises. Donc c'est ça un petit peu. Oui, quand tu parles, est-ce que les gens sont prêts à creuser? Parfois oui, parfois il faut leur ouvrir les yeux. Et puis si tu rentres par une petite porte, et cette petite porte, par chance, t'ouvre d'autres portes où là, tu te dis, OK, on va pouvoir avoir un impact et c'est génial pour tout le monde. mm. Ouais, puis je pense que ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est qu'on a eu nous-mêmes des rôles de gestionnaire par le passé. Et donc, on a eu le nez dans le guidon, toutes les deux, dans nos jobs respectifs. On sait ce que c'est que d'être dans le guidon, d'avoir une vision stratégique, mais d'être pris par de l'opérationnel. On l'a vécu. Tu as des fois plein d'ambitions, plein d'envie pour ton équipe, pour le développement de la compagnie pour laquelle tu travailles, mais tu peux pas le mettre en place. C'est ultra frustrant. Puis beaucoup de personnes partent en burn-out, en épuisement, parce que justement, ces gestionnaires-là sont pris, sont tiraillés entre ces deux visions. Donc, on parle le même langage que les gestionnaires aujourd'hui, que les dirigeants qu'on accompagne. Et en résumé, ce que tu disais, Charlotte, c'est ça, c'est qu'on est capable d'aller en profondeur, faire le travail euh, qu'un gestionnaire n'a pas le temps de faire, avec une vision externe que lui n'a pas ou qu'elle n'a pas. Parce que justement, on est dans le guidon, dans l'opérationnel, puis des fois prendre de la hauteur, ça prend quelqu'un d'externe tout simplement qui va poser certaines questions qui sont comme évidentes,
comme le nez au milieu de la figure, mais ah ouais, mais j'ai pas pensé à ça. Ben oui, mais en fait, regarde, tel constat vient de telle réalité aujourd'hui que vous vivez en entreprise. Puis, bah, nous, on vous l'amène parce qu'on le voit avec un œil externe. Puis, c'est là-dessus qu'on va travailler ensemble. Est-ce que tu es prêt à nous faire confiance? Puis, est-ce que tu es prêt à ce qu'on aille vraiment plus en profondeur ou pas? Puis, comme tu le disais, Charlotte, c'est exactement ça. C'est de la psychologie en arrière-plan. Tout est sur l'humain. Tout est concentré sur l'humain aujourd'hui dans les entreprises. Là, on parle de rentabilité de chiffre d'affaires, mais avant même de parler de ça, c'est des humains aujourd'hui qui font fonctionner des entreprises. Et ça, c'est ce qui nous importe et nous allume au quotidien. Et on est prête aujourd'hui à dire à des personnes, mais attendez, si vous n'êtes pas alignés à mettre l'humain au centre de votre entreprise, on ne travaillera pas ensemble puisque nous, c'est définitivement la valeur qu'on veut porter dans notre structure. Puis, Donc, c'est assez intéressant. il y a cette autre portion aussi qui est de sensibiliser. Tout part par là et c'est ce qu'on fait beaucoup sur les médias sociaux ou quand on participe à des webinaires. On va donner des conférences en septembre auprès de différentes organisations. C'est aussi une énorme partie. Au-delà de l'accompagnement plus hands-on qu'on va déployer dans des entreprises, il y a aussi ce côté sensibilisation qui nous tient beaucoup à cœur. C'est de démystifier justement par des exemples concrets. Donc, c'est pour ça qu'on a une présence assez active sur LinkedIn avec Manon. C'est d'essayer d'amener de façon tangible et ponctuelle c'est quoi l'agisme, c'est quoi ces gaps de vision, qu'est-ce que ça entraîne, qu'est-ce qu'on a vécu nous, donc on parle beaucoup de nos expériences ou de constats qu'on a fait, et on va essayer de les amener sous forme d'histoire pour sensibiliser les gens sur ce que c'est, parce que ça part de là aussi, et là on revient à la nature même de la mission d'Unir, qui est de sensibiliser sur ce sujet-là, de faire prendre conscience, et puis une petite pierre à la fois, faire en sorte que les gens peut-être ensuite se disent ah ok, peut-être qu'on pourrait voir un peu plus loin, et puis voir une intervention ou se remettre en question. Donc, on a vraiment ces deux volets-là là, qu'on essaye d'adresser. Oui, ben, il y a la portion un petit peu éducation, vu que c'est nouveau, Exactement. c'est quelque chose qui est devant notre nez mais qu'on ne voit pas. Puis il y a la portion accompagnement, parce que comme vous l'avez dit toutes les deux, c'est pas volontaire en fait de ne pas, on ne veut, c'est pas qu'on ne veut pas agir pour améliorer les choses, c'est que on est dépourvu de moyens, d'outils, de temps, puis Mhm. on sait par Tout à quoi fait. commencer. Je trouve ça intéressant, mais et là, dans ce que vous avez vécu, dans ce que vous vivez, autant dans le personnel que justement dans les accompagnements, qu'est-ce que vous ressentez en ce moment avec toute l'influence que chaque génération a eue? Qu'est-ce qui unit les gens en ce moment? Sur quoi est-ce que vous remarquez que les personnes se rejoignent? Mettons que là, vous arrivez à un point dans l'entreprise où il y a quelque chose qui se crée, il y a une rencontre qui se crée, il y a quelque chose qui commence à se relier. Ouais. Quoi qui relie? Selon moi, c'est pas un sujet spécifique qui va se faire connecter les gens. C'est le fait de se permettre de se parler en confiance. Il n'y a pas de recette miracle pour reconnecter les gens. C'est de créer cet endroit sécuritaire où des personnes qui jusqu'à maintenant se faisaient peut-être pas confiance, ne communiquaient pas et continuaient donc à bâtir individuellement des préjugés à l'égard de l'autre ou à s'isoler, quand on arrive à les asseoir autour d'une même table et à les faire se parler en confiance, à se dire leur fragilité, leur faiblesse, leur réalité, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je me sens comme ça, les gens apprennent à se connaître et à se développer la confiance. Donc, ça semble le b.a.-ba, mais pour moi, clairement, c'est d'offrir cet espace où les gens reconnectent. Et quelque chose que je dis souvent aussi en entreprise, c'est soyez vigilants parce que tout va très vite. Il y a beaucoup de pression sur tout le monde en ce moment. Je veux dire, il n'y a pas, comme tu le disais, Sophia, toutes les entreprises vont vite. Il y a besoin, le monde va à ce rythme-là. On a beaucoup d'attentes aussi en termes de productivité à l'égard des personnes. On se met beaucoup de pression nous-mêmes. C'est de dire, plus ces choses-là se mettent en place, plus on s'isole. Parce qu'on manque d'énergie. En fait, plus notre niveau d'énergie baisse, plus on va s'isoler. Moins on va prendre le temps de connecter à nos collègues autour parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on ne veut pas prendre le temps. Plus la moindre chose va faire en sorte qu'on va se braquer un petit peu. C'est dire, soyez vigilants dans ces moments-là. C'est le moment où on a le plus besoin de créer du lien. Le moment où on commence à sentir qu'on s'isole et qu'on se met un peu dans notre bulle, c'est le moment où il faut avoir le réflexe de se dire, attends, est-ce que ça va pas me faire du bien de pouvoir reconnecter à mes collègues, de reconnecter à ma famille, de reconnecter à mes proches pour sentir cette énergie qu'ils vont me partager et sentir que je suis pas seule dans cette situation non plus. Donc, c'est ça, selon moi, qui nourrit et qui fait en sorte qu'on retrouve cet équilibre. C'est que briser l'isolement. Donc, on se rassoit autour d'une table, puis on ose aller dire à notre collègue ou à notre conjoint, peu importe, quand on se sent un petit peu pas bien, dire est-ce qu'on se prendrait le temps d'un café là
puis on jase. Puis on jase et on se dit les vraies choses. Et ça, franchement, ça fait des miracles, je trouve. Juste ça fait des miracles parce qu'on ne prend pas le temps de le faire. Bah, les gens se réunissent dans ces vraies choses qui se disent, dans ces émotions qui se... Exactement. Voilà. Il y a de l'authenticité qui se crée, il y a de la vérité qui se crée et donc de la confiance. Et ça fait la différence. Mm. Moi, je dirais qu'il y a quelque chose aussi de très important et de ce qu'on a vécu avec la pandémie, là, la Covid-19, qui nous a tous frappés, c'est qu'il y a un avant et un après. Puis je pense que toutes les générations confondues aujourd'hui ont un intérêt commun, un besoin commun qui est le mieux-être en entreprise, le mieux-être dans le monde du travail, je veux dire. On va pas cantonner ça à l'entreprise, mais le mieux-être dans sa réalité professionnelle, quelle qu'elle soit. Je pense que ça, c'est un point commun à toute génération qu'on démystifie puis qu'on sensibilise aussi nous dans nos interventions, hein, parce qu'aujourd'hui on a peut-être la vision quand on met les lunettes de la génération Z hein, qui va dire ah bah tiens je vois un baby boomer qui travaille dans mon entreprise puis en fait il fait que travailler. Mais non, en fait ces personnes-là ont aussi un intérêt d'un mieux-être dans leur vie professionnelle. Et si on prend le spectre opposé, donc quelqu'un de plus senior qui va voir un jeune dans l'entreprise, dans le monde du travail, dire bah, tiens, lui, il travaille jamais, il est toujours en vadrouille, il est connecté à son téléphone H24, qu'est-ce qu'il fait? Il veut pas travailler. Ben, peut-être que c'est pas la réalité, c'est qu'en fait, lui aussi, avec sa vision et sa manière de fonctionner en entreprise, son intérêt, c'est le mieux-être. C'est-à-dire qu'il travaille, il fonctionne d'une certaine manière, mais son point central de motivation, ça va être de se sentir bien dans ses baskets, dans sa manière de travailler. Donc, voilà, pour te rejoindre, Charlotte, je pense que la connexion, la communication, définitivement, mais le mieux-être, est essentiel aujourd'hui, post-pandémie, puisqu'on en a trop souffert. On a été tous et toutes victimes d'isolement aussi, professionnellement, personnellement. Puis aujourd'hui, il est temps de voir le monde du travail avec beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus de douceur. Tu sais, Charlotte, tu parlais de croissance continue, de performance. On est dans une société d'ultra-performance et de matérialisation poussée à l'extrême. Ben, prenons le temps de baisser le niveau de pression, puis se reconnecter en tant qu'humain, puis parler de soi, de son ressenti, de ses émotions, puisque ça fera un cercle virtueux pour soi en tant que personne, puis pour l'entreprise, l'organisation pour laquelle on peut contribuer. Ça, c'est essentiel, je pense. Et ça prend une sensibilisation. Parce que pas tout le monde en a conscience, alors que ça aussi, c'est le nez au milieu de la figure. Je veux dire que tout le monde a envie de se sentir mieux. Ouais. Oui, puis ce que vous dites, c'est complémentaire en fait. C'est que par la communication, les gens arrivent à ressentir que en fait, ils ont tous besoin, chacun à leur manière, de se sentir bien dans l'environnement dans lequel ils sont. Et puis qu'au final, ben, ils se rejoignent dans leur humanité parce que qui n'a pas d'émotion? On est tous humains, on se rejoint dans nos émotions. Puis ouais, tout à fait. Donc cet espace-là pour être ensemble finalement, pour agir ensemble, pour se reconnecter ensemble. Puis là, justement, bah, le ensemble, c'est pas mal le nom du balado aujourd'hui. On parle de lien, le nom c'est Ensemble demain. Bref, ça prend beaucoup de place dans ma vie. Comment ça prend de la place dans vos vies, dans la manière dont vous vivez vos vies, le ensemble? Mhm. Ben, moi, je trouve que on a justement, en lien avec ce qu'on constate en entreprise, mais on a cette tendance à l'isolement pour différentes raisons. Et on est tellement plus heureux quand on arrive à connecter de façon authentique aux gens qui nous entourent. Et les études le montrent, ou en tout cas, auparavant, on vivait dans des villages, il y avait cette connexion qui se faisait au centre du village, autour de l'église, et puis ça se prouve, les gens vivaient plus heureux plus longtemps. Et je trouve ça tellement triste que ces liens s'effritent, que c'est un peu d'aller reconnecter tout ça, d'aller retrouver ça avec nos proches, de prendre le temps. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça aussi parce qu'on manque de temps, où on ne le prend pas du fait de la vitesse où tout va, puis on va accomplir tellement de choses en même temps. Donc, c'est de reprendre le temps d'enrichir ces relations-là et d'être dans l'authenticité. Moi, honnêtement, quand j'ai fait ce pivot aussi, et ça faisait un moment que j'y travaillais, je suis professeure de yoga, j'ai suivi une formation aussi pour reconnecter ouais, à mon authenticité, parce que je trouvais que j'étais un peu en surface et le milieu dans lequel j'évoluais m'incitait un peu à ça aussi. Et c'est de se dire, bah, quand en fait on montre ses vulnérabilités, bah, là on peut se rejoindre ensemble. Puis on peut créer du collectif ensemble. Donc c'est un peu de tomber les masques pour moi qui me permet de me sentir mieux entourée. Autant dans les relations que j'ai professionnellement, parce que les gens savent que c'est ça c'est qui je suis quand je viens autour de la table, c'est ce que je vais essayer d'apporter, ce que je vais essayer
de susciter chez les gens, d'oser tomber le masque en confiance et de se dire les vrais enjeux. Je trouve qu'il y a aussi ce côté de on n'ose pas dire les choses parce qu'on ne veut pas froisser, mais je trouve que c'est quand on ose adresser les enjeux qu'on peut faire progresser les choses, et que ce soit dans le pro ou dans le perso, c'est pareil. Donc, est-ce qu'on peut trouver des façons bienveillantes de se dire les choses, puis là, on va pouvoir voilà, créer des choses belles ensemble et puis recréer ce lien. Ouais, fait que toi, le ensemble, ça passe par l'authenticité, ça Ouais. passe par le fait justement de se dire les vraies affaires, ça passe aussi par... c'était dans un livre d'Anaïs Barbeau-Lavalette, j'avais lu cette phrase-là, puis elle disait quelque chose du genre être avec soi, donc un petit peu comme ce retour à toi, ensemble. Être avec soi ne voulant pas dire être seul, mais être avec soi pour pouvoir être ensemble. Puis je trouvais ça beau, puis ça me reflète, en fait. Ça me ramenait à ça, ce que tu disais, Charlotte. Mm. Merci. Moi, je vous rejoins beaucoup, les filles, puisque pour répondre à ta question, Sophia, personnellement, j'accorde beaucoup d'importance et de passion au développement personnel. Puis, je me renseigne beaucoup sur le sujet. Je lis des livres, notamment sur l'énéagramme, qui était vraiment un outil très puissant pour comprendre notre entourage, les peurs, les croyances qu'on peut avoir autour de soi, etc. Puis, ça m'aide énormément personnellement avec mon entourage, la famille, les amis, professionnellement. Et en fait, je me suis rendu compte grâce à l'accompagnement, là, au coaching que j'ai fait en même temps que j'ai eu mon accident dont je parlais en introduction, c'est Mm. que en fait, j'ai souvent le rôle de conseillère. En fait, auprès de mes amis, j'ai beaucoup d'amis qui se confient à moi en me parlant de leur état d'âme, de leurs sentiments, de leur vie. Et j'ai fait ce constat, en fait, c'était sous mes yeux, mais ce rôle de conseillère, de juste d'écouter, de donner des axes de solutions ou autre. Et ça a fait beaucoup de sens quand j'ai fait mon coaching de me dire, en fait, ce rôle-là, il est inné chez toi. Puis pourquoi tu l'exploites pas davantage en entreprise, dans le monde du travail, et pourquoi tu connectes pas davantage parce que ta passion, c'est les relations humaines. Donc pour moi, le ensemble, il fait beaucoup de sens dans ce côté développement personnel, puis écoute active, compréhension et apporter mon regard et des fois des actes de solution ou pas toujours, hein, juste des fois de l'écoute active, c'est amplement suffisant. Et voilà, aujourd'hui, je pense que la tournure que prend ma carrière avec Unir, avec Charlotte, puis avec toutes les personnes qui nous entourent, c'est ce côté conseil, écoute, apporter une vision. Et c'est tellement enrichissant pour soi puis pour les autres que ça fait beaucoup de sens, en tout cas pour moi. Là, je me sens comme renaître, en fait, par rapport à mon expertise qui était plutôt le développement d'affaires. Là, on parle de quelque chose de très factuel, opérationnel, alors qu'en fait, ce qui me connecte et qui je suis, c'est l'humain, les connexions, l'authenticité, comme tu parlais, Charlotte, de juste de connecter, de discuter avec des personnes, puis de les écouter et d'amener des idées, en fait. Ouais. Puis d'amener une présence. Tu parles aussi d'amener une présence. C'est quand on parle d'écoute, juste, Oui, on parle d'être là pour l'autre. On parle de cette tout à présence-là. fait. Ouais, être ensemble dans la présence, dans l'écoute, dans le ouais, l'apport de perspective justement, puis de perspective courageuse, peut-être pour rejoindre le point de vue de Charlotte, où on se dit les choses. Hmm. Et puis avec toutes ces belles choses que vous portez en vous, toutes les deux, ces intimes qui se rejoignent dans le monde professionnel, puis c'est quoi vos rêves? Vous rêvez pour Moi, unir, mais plus qu'unir. ouais, honnêtement, c'est justement de pouvoir rêver d'un monde de façon optimiste. Aujourd'hui, les nouvelles générations particulièrement sont, à juste titre, des générations qui sont plus anxieuses parce que le monde qui les attend demain peut faire peur à différents égards. Au niveau des contextes socio-économiques, politiques, environnementaux, c'est pas hyper réjouissant. Mais je rêve qu'on puisse rééquilibrer tout ça. On pollue la terre qui nous nourrit, on est de plus en plus sur les réseaux sociaux dans quelque chose en surface, alors qu'au contraire, je trouve que ce qui nous nourrit, c'est l'authenticité. Je pense vraiment qu'on se sent mieux quand on a autour de nous des gens qui sont authentiques et que nous-mêmes, on peut l'être, on se sent le droit de l'être. On se tue au travail alors que c'est pas une fin en soi et que c'est quelque chose qui devrait nous équilibrer dans le pro et dans le perso. Donc, c'est moi de contribuer à ça à la hauteur de ce que je suis capable de faire, avec la vision que je peux essayer d'apporter. C'est d'espérer que mon fils, puis ça joue beaucoup là pour le coup, surtout quand t'es parent, je trouve, de se dire est-ce que mon fils pourra être sensible à ça aussi, contribuer à cette cause-là et avoir la chance de grandir dans un monde où il peut être optimiste plutôt que d'avoir des peurs en fait. Est-ce qu'il peut rêver, avoir le droit de rêver lui aussi et pas grandir dans un monde où on est juste en train de voir tout ce qu'on est en train d'épuiser à différents niveaux. Hmm. Tu rêves qu'il rêve. C'est- Exactement. Je rêve qu'il puisse rêver. Hmm.
C'est beau, mais c'est vrai. Moi, pour ma part, ça serait concrètement le rêve d'un monde du travail plus humain, plus authentique et où le mieux-être est au centre de tout. Parce qu'aujourd'hui, ce qui m'a frappé personnellement, pour l'avoir vécu, c'est l'épuisement professionnel, de le voir au quotidien dans mon entourage proche. C'est des cancers qui se développent à cause justement, comme tu disais Charlotte, d'épuisement, de penser nuit et jour à son travail, d'en faire des cauchemars, de développer des maladies, de se sentir très mal. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête ça. C'est plus possible de se tuer pour le travail, alors que ça devrait être une source d'épanouissement et d'évolution personnelle, quoi. Donc, moi, mon rêve, c'est que, encore une fois, étant jeune maman aussi, c'est de me dire, ben, mon fils aussi, plus tard, quand il sera dans le monde professionnel, ben, il pourra se sentir bien. Il se sentira bien parce qu'il y aura tout le support nécessaire, parce que les états d'esprit auront peut-être évolué, mettront la santé mentale au centre de tout, ce qui est déjà bien engagé. Là, on s'entend, on est déjà avancé sur le sujet, mais il y a encore tellement à construire. Ben, peut-être que dans 10-15 ans, on sera déjà rendu à un autre niveau, puis tant mieux. Parce que c'est plus possible tout simplement de voir tout ce mal-être causé par le travail et l'organisation en tant que telle, comme elle se construit, puis elle est établie depuis tant d'années. Donc, Mm. c'est ça mon rêve. Que le travail aussi retrouve cette juste place et puis qu'on puisse être bien et rêver. Mm. Plein de belles Tout à choses. fait. Merci beaucoup à vous deux. C'était un très beau moment. Merci de nous avoir transportés dans votre univers, d'avoir ouvert la porte en fait à toutes ces choses que je ne connaissais pas de vous, puis que probablement d'autres personnes ne connaissent pas de vous non plus. Et j'espère qu'on permettra aux gens qui nous écoutent de rêver un peu eux aussi, puis de se projeter dans un autre monde du travail, dans une autre société. Ouais. Merci à toi, merci Sophia pour l'invitation. C'était une petite heure en dehors du temps, je trouve, de pouvoir traverser tout ça ensemble. Donc merci, merci pour ça. Mm. Ouais, un gros merci. C'était une petite bulle de bonheur et de douceur qui fait beaucoup de bien dans le monde dans lequel on vit, comme on se l'est dit. Donc, merci pour cette belle opportunité. Puis, merci de nous faire entrer dans ton univers. C'est vraiment fun. C'est vraiment bien. Merci pour ça. À bientôt. À bientôt, À merci. bientôt.